juin 1764. Dans une province isolée du centre de la France, une jeune femme garde son troupeau de bœufs. Est-ce soudain une créature surgit de la forêt? Elle n'a jamais rien vu de tel. Plus grosse qu'un loup, la poitrine large, une crinière rousse hérissée le long du dos, une gueule immense hérissée de dents, et des yeux qui, selon elle, semblaient presque briller. La bêtesse le jette sur elle. Elle ne survit que parce que ses bœufs, apeurés, chargent la créature et la mettent en fuite. Elle a de la chance. Les 100 personnes suivantes n'en auront pas toutes. Pendant les terroirs années qui suivent, une chose va terroriser une région entière de la France. Défier les meilleurs chasseurs du royaume, mobiliser l'armée du roi Louis XV en personne, et rester, jusqu'à aujourd'hui, l'un des plus grands mystères zoologiques de l'histoire de France. On l'appellera la bête du Gévaudan. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord comprendre le lieu. Gévaudan, aujourd'hui le département de la Lozère, dans le centre de la France. Un territoire de montagnes, de forêts denses et de landes désolées. Un pays rude, pauvre, isolé. Les Chabitans y vivent d'élevage. Des enfants, parfois âgés de 7 ou 8 ans seulement, gardent seuls des troupeaux entiers, loin de tout village, pendant des journées entières. Et cette région abrite déjà, en temps normal, des loups. Le royaume de France tout entier en compte, à cette époque, près de 20 000. Les habitants du Gévaudan savent reconnaître leurs traces, leurs hurlements, leur façon de chasser. C'est précisément pour cela que ce qui va se passer va autant les terrifier. Parce que ce qu'ils vont bientôt affronter ne ressemble à aucun loup qu'ils aient jamais connu. L'été 1764 marque le début de l'horreur. Le 30 juin, une bergère de 14 ans, Jeanne Boulet, garde son troupeau près du hameau des Hubacs. Elle devient la première victime, officiellement recensée, tuée par la créature. Ce n'est que le début. Le 8 août, une jeune fille de 15 ans ceste, dévorée à Puylaurens. En septembre, d'autres victimes tombent dans les paroisses voisines. Un détail glace le sang des habitants. La créature ne se comporte pas comme un loup ordinaire. Un loup, normalement, s'attaque au bétail, évite les humains. Et quand il attaque un homme, c'est par désespoir, en dernier recours. Cette créature, elle, ignore le bétail. Elle choisit délibérément ses victimes humaines, presque exclusivement des femmes et des enfants. Et elle vise la tête et la gorge, avec une précision que les paysans n'ont jamais observée chez un animal sauvage. En décembre 1764, un administrateur royal écrit à l'intendant d'Auvergne pour décrire une attaque particulièrement effroyable. La créature se serait jetée sur une jeune fille, lui aurait sauté au cou et lui aurait arraché la tête avec les épaules. Les Stémoans qui survivent décrivent toujours la même chose. Une taille immense, comparable à un âne ou un jeune veau, un pelage roux, presque orange, une ligne noire courant le long de l'échine, une queue étonnamment longue, presque comme celle d'un félin. Certains jurent avoir vu des plaques, comme des écailles, sur son dos. Rapidement, un mot commence à circuler dans toute la province, puis dans toute la France. Ce n'est plus un loupé, c'est la bête. En quelques mois, l'affaire dépasse largement les frontières du Gévaudan. Elle est gazette parisienne,
la Gazette de France, le Courrier d'Avignon commencent à publier des récits, souvent exagérés, des attaques. La France, encore marquée par la ruineuse guerre de 7 ans, trouve dans cette histoire un feuilleton national fascinante, terrifiante à la fois. Les Indes X de Mende et de Vivier publient un avis promettant 200 livres à quiconque délivrerait le pays du monstre. Les États du Languedoc ajoutent 2000 livres supplémentaires, une fortune pour l'époque, dans une région aussi pauvre. L'évêque de M. Ande, Monseigneur de Choiseul, va plus loin encore. Il ordonne de prières publiques dans toutes les paroisses, comme on le ferait en temps de peste ou de grande famine. Le roi Louis XV lui-même finit par s'en mêler. Une bête qui défie l'autorité royale, qui tue impunément sur le territoire du royaume. C'est aussi, désormais, une question de prestige. En 1765, le roi dépêche sur place son porte-arquebuse, personnel, François-Antoine, accompagné de chasseurs professionnels et d'une meute de chiens dressés. Le 20 septembre 1765, après des mois de traque, Antoine abat un loup gigantesque, pesant plus de 60 kilos, dans le domaine de l'abbaye des Chazes. L'animal est empaillé, transporté à Versailles, exhibé devant la cour comme un trophée royal. La presse annonce triomphalement la fin du cauchemar. Le Gévaudan respire enfin, mais quelques semaines plus tard, les attaques reprennent. Il y a, dans cette longue tragédie, un épisode que les historiens racontent encore aujourd'hui comme un rare moment de courage pur. Le 2 janvier 1765, au lieu-dit le Villaret, paroisse de Chanaleille, 7 enfants gardent leur bétail ensemble sur l'une des plus hautes montagnes du Gévaudan. 5 garçons, 2 filles. Le plus âgé n'a pas 13 ans, le plus jeune en a 8. Comme Elrec commandait désormais les autorités, chacun porte un bâton muni d'une lame de fer, une sorte de petite pique improvisée. Ils n'aperçoivent la créature que lorsqu'elle est déjà sur eux. La bête se jette d'abord sur l'un des plus jeunes garçons et lui arrache la joue d'un coup de mâchoire. Puis elle revient à la charge, saisit dans sa gueule le bras du petit Joseph Panafieux et commence à l'emporter vers les bois. L'un des enfants, terrorisé, propose de fuir pendant qu'il en est encore temps. Mais elle, le plus âgé du groupe, un garçon de 12 ans nommé Jacques Portefaix, refuse. Il refuse d'abandonner son camarade. Il organise les 6 autres. Ensemble, piques en avant, ils poursuivent la créature à travers la lande. Ralentis par le terrain accidenté, la bête est rejointe. Les enfants frappent, visent les yeux, plantent leurs lames improvisées dans le flanc de la créature. La bête lâche enfin sa prise et s'enfuit dans le bois voisin. Joseph Panafieux survivra. Quand l'histoire remonte jusqu'à Versailles, le roi lui-même décide de récompenser le courage du jeune Portefaix. Il lui offre de financer son éducation. Un simple berger de 12 ans, devenu pour un instant le héros de tout un royaume. Ce moment est peut-être le plus terrifiant de toute l'histoire. Péarsec, si la bête abattue par Antoine n'était pas la vraie créature. Alors qui, ou plutôt quoi, continuait de rôder dans les collines du Gévaudan? Pendant près de 2 années supplémentaires, la terreur continue. Le budget royal s'épuise. L'intérêt de la cour s'estompe. Paris se lasse d'une histoire qui semble jamais devoir se terminer. Mais dans le Gévaudan, rien ne se lasse.
Les enfants continuent d'être enfermés dans les maisons. Les hommes reprennent, à contre-cœur, la garde des troupeaux à la place de leurs filles et de leurs fils. Les voyageurs ne se déplacent plus qu'en groupe armé, jamais seuls. D'autres récits, tout aussi déchirants, continuent de s'accumuler. Une mère, une certaine Jeanne Jouve, se jette un jour sur la créature qui vient de saisir sa fille de 9 ans et parvient, par la seule force du désespoir, à lui faire lâcher prise. La bête se retourne alors vers son plus jeune fils. Ce genre de scène, répétée, village après village, pendant 3 années, a fini par graver la bête du Gévaudan dans la mémoire collective française pour des siècles. C'est dans ce climat d'épuisement général qu'un nom va enfin entrer dans l'histoire. Un simple paysan, un homme que l'on avait, un temps, soupçonné et même emprisonné. Jean Chastel. Jean Chastel n'est pas un noble. Ce n'est pas un chasseur du roi. C'est un aubergiste et journalier, un homme du pays, déjà âgé de près de 60 ans. Il avait participé à une chasse organisée par François-Antoine, mais avait été jeté en prison après avoir, semble-t-il, égaré ses hommes dans un marais. Un détail qui, avec le recul, prendra une tournure presque ironique. Le 19 juillet 1767, le marquis d'Apcher organise une nouvelle battue. 12 hommes armés, dont Jean Chastel, ratissent le bois de la Thénazère. Et c'est là, selon le récit qui traversera les siècles, qu'un détail extraordinaire se produit. Chastel, dit-on, aurait posé son fusil, récité une prière, avant de tirer. Certains récits du XIXe siècle affirment même qu'il aurait chargé son arme avec une balle bénie, voire une balle d'argent. La créature s'effondre. Un animal massif, plus de 50 kilos, au pelage roux. Après cet instant, plus une seule attaque mortelle n'est jamais recensée dans la province. Et pourtant, l'histoire de Jean Chastel ne se termine pas sur une note glorieuse. Réclamant la récompense promise par le roi, il n'en touchera finalement qu'un quart. Son ancienne altercation avec les gardes-chasse de François-Antoine, des années plus tôt, semble lui avoir coûté la faveur de la cour. 3 ans, selon les estimations les plus prudentes, autour d'une centaine de morts confirmées. Selon certains historiens qui recoupent toutes les archives locales, ce chiffre pourrait dépasser les 200 victimes, blessés compris. Presque exclusivement des femmes et des enfants. Et pour an, près de 2 siècles et demi plus tard, personne ne peut affirmer avec certitude qu'était réellement la bête du Gévaudan. La théorie la plus largement acceptée aujourd'hui par les historiens est simple, presque décevante. Il ne s'agissait pas d'une seule créature, mais probablement de plusieurs loups, devenus, pour des raisons encore débattues, chasseurs d'hommes. La zone des attaques couvrait plus de 2500 km², s'étendant du Vivarais jusqu'à l'Auvergne. Une superficie que même le loup le plus rapide ne pourrait pas parcourir seul en si peu de temps. Plusieurs grands loups, dont certains dépassant 60 kilos, bien au-delà du poids moyen de l'espèce, ont d'ailleurs été abattus durant ces 3 années. Mais d'autres théories, plus sombres, circulent encore aujourd'hui. Certains sont suggérés qu'un animal exotique, peut-être une hyène échappée d'une ménagerie privée, aurait pu expliquer les descriptions si particulières des témoins. Ce pelage roux inhabituel, cette silhouette qui ne correspondait à aucun prédateur européen connu.
D'autres, plus troublants encore, ont émis l'hypothèse que Jean Chaste lui-même, ou son fils Antoine, aurait dressé un animal, un croisement entre un loup et un chien, pour semer la terreur. Dans quel but ? Certains y voient une manière de couvrir d'autres crimes commis dans la région pendant cette période de chaos, ou simplement de faire durer une traque devenue extrêmement lucrative. Une dernière piste, plus symbolique qu'animale, mérite d'être mentionnée. Dans le Gévaudan, très chrétien du XVIIIe siècle, où la religion officielle côtoyait encore de croyances beaucoup plus anciennes, la bête est rapidement devenue, dans l'imaginaire collectif, bien plus qu'un simple animal. Elle incarnait, pour beaucoup, une punition divine, ou même une créature diabolique. Aucune de ces théories n'a jamais été prouvée de façon définitive. Aucune ne l'a jamais totalement été. Ce qui est certain, c'est qu'après le coup des fusils de Jean Chastel, le 19 juin 1767, dans le bois de la Thénazère, la terreur s'est arrêtée. Aujourd'hui, dans le Gévaudan, des statues, des musées et des sentiers de randonnée portent encore le nom de la bête. Ce qui fut une véritable tragédie humaine, une centaine de vies perdues au bas mot, est devenu, avec le temps, une légende, presque un argument touristique. Mais derrière chaque récit, il y a eu une bergère de 14 ans qui n'est jamais rentrée chez elle. Il y a eu 7 enfants, armés de simples bâtons, qui ont refusé d'abandonner l'un des leurs. Il y a eu une France entière, suspendue aux nouvelles d'une province isolée, incapable de comprendre ce qui s'y déroulait. Alors un loup solitaire devenu fou ? Une meute entière de prédateurs devenus chasseurs d'hommes ? Ou quelque chose que l'histoire n'a jamais totalement réussi à expliquer ? Ce qui est certain, c'est que pendant 3 ans, dans les collines du centre de la France, quelque chose rôdait. Quelque chose que même les meilleurs chasseurs du royaume ont eu le plus grand mal à arrêter. Et cela, aucune théorie ne pourra jamais totalement l'effacer.